Et bonjour à tous, bienvenue sur ce live où nous allons être en direct avec Sylvain Mestrallet, qui est un ancien du CFAM, qui est aujourd'hui directeur financier chez General Electric au sein des départements énergie renouvelable à Paris, qui est un ancien du CFAM et qui est venu nous parler un petit peu de son début de carrière et de ce qu'il fait aujourd'hui au sein de cette société américaine. Alors, je vais accueillir Sylvain dans quelques instants. Juste donc pour vous faire une petite présentation pour ceux qui ne connaissent pas encore bien le CFAM. Donc, le CFAM est une école franco-américaine de commerce et de management qui est basée à Lyon, donc en France, avec la particularité d'avoir un réel partenariat avec 5 universités aux États-Unis et une au Canada actuellement. Et dans le cadre de ce partenariat, nous enseignons les cours de nos universités partenaires pendant 3 années ici à Lyon. Et en 4e année, vous avez la possibilité d'être transféré dans l'université de votre choix pour finir dans la filière de votre choix dans ces universités et obtenir ainsi un vrai double diplôme reconnu à la fois en France, en Europe aussi, et partout dans le monde via les diplômes américains ou canadiens. Voilà, pour la petite introduction sur le CFAM, je vais accueillir maintenant Sylvain. Donc, bonjour Sylvain. Bonjour à tous. Bonjour Mathieu. Bonjour. Tout d'abord, merci d'être là. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Oui, très bien. Alors, je suis Sylvain Mestrallet, originaire de la région lyonnaise. J'ai fini le CFAM en 2011. Donc, j'ai fini à Lyon en 2010. J'ai gradué à Temple en 2011. Et donc, ça fait environ une dizaine d'années que je suis chez General Electric dans le domaine des finances. Principalement en contrôle-gestion, mais également dans d'autres spécifications de la finance. D'accord, ok. Donc toi, tu es de la région lyonnaise comme un certain nombre des CFAMiens. Quel élève étais-tu quand tu étais au lycée, toi? Alors, bonne question. Alors, moi, déjà, j'avais fait un parcours scientifique. D'accord. Donc, je m'étais posé beaucoup de questions. Alors, au début, j'étais parti sur un parcours scientifique. Et mi-chemin au lycée, je m'étais demandé, voilà, est-ce que je veux vraiment continuer dans cette voie ou est-ce que je veux bifurquer sur une voie plus en lien avec le commerce, avec les affaires. Et c'est vrai que finalement, je ne l'ai pas fait au cours du lycée, mais c'était quelque chose qui trottait dans un coin de ma tête pendant ma scolarité au lycée. Et c'est vrai que du coup, j'ai connu le CFAM un petit peu par hasard, au cours d'un salon avec mes parents, justement, et j'avais fait le tour d'un certain nombre d'écoles d'ingénieurs, de commerce, j'avais posé beaucoup de questions, et j'ai trouvé que le format était assez intéressant. Ça me permettait d'appuyer un petit peu sur des zones d'intérêt qui me semblaient intéressantes à l'époque, c'est-à-dire le fait de parler d'autres langues, le fait de voyager, et puis un peu ce côté aussi gestion de projet, côté un petit peu analytique aussi, qui était quelque chose que j'avais bien aimé dans mes études scientifiques, mais pour lesquelles je n'avais pas spécialement aimé les applications, c'est-à-dire l'aspect technique sur des technologies, c'était moins quelque chose qui m'attirait. Donc voilà, globalement, lycée bien passé, mais mes sentiments que je pouvais faire autre chose et pas spécialement en lien directement avec les technologies. D'accord. Donc, ouais, toi, tu étais donc un élève avec un profil plutôt scientifique. Alors, c'est vrai que depuis, le bac a quelque peu évolué. Et aujourd'hui, les lycéens ont plus de responsabilités dans leur choix Oui, à travers c'est les ce que j'ai pu comprendre, spécialités. ouais. Et donc, nous, on y est tous les jours confrontés ici au CFAM avec des questions d'élèves et de parents. Donc, en fait, toi, tu n'étais pas quelqu'un qui, en terminale, savait exactement ce qu'il voulait faire. Tu étais encore comme la grande majorité des élèves de terminale, avec quelques petites idées, mais pas certain de ce que tu voulais faire. Exactement. J'ai commencé le lycée avec beaucoup de certitudes sur ce que je voulais faire et j'ai terminé le lycée en ne sachant pas exactement. Je ne souhaitais pas me rediriger vers une prépa, ni commerciale, ni d'ingénieur.
D'accord. Et donc, c'est par cet aspect-là vraiment que j'ai commencé à m'intéresser aux différents types d'écoles et types de formations. Et l'avantage de parcours comme le CFAM notamment, mais d'autres parcours aussi un peu plus généralistes, c'est que ça me laissait aussi un peu plus de temps avant de me spécialiser, ce qui n'était pas négligeable à l'époque, dans le sens où je voulais pas m'enfermer dans quelque chose de très spécifique et de pas pouvoir en ressortir derrière. Ah oui, non, exactement. C'est ce aussi pourquoi beaucoup de nos étudiants choisissent des formations comme celle du CFAM. C'est cette volonté de ne pas s'enfermer justement dans une filière spécifique dès le début, d'avoir le temps de gagner en maturité, de tester un petit peu toutes les matières, les stages aussi qui permettent de faire ça, et puis faire son choix justement pour les CFAM en 4e année. Donc, pour rebondir sur ça, est-ce que toi, tu es parti en 4e année? Si oui, où et aussi pourquoi? Alors oui, je suis parti. C'est vrai que bon, c'est toujours dans l'idée depuis la première année de vraiment terminer le cursus à l'étranger. Alors j'avais à l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais la majorité des partenariats étaient avec les États-Unis et je crois qu'il y avait un partenariat avec le Canada qui avait été ouvert. Donc oui, j'étais vraiment intéressé par cette année aux États-Unis. Je savais déjà que je comptais rentrer en Europe après, ce qui n'était pas le cas de tout le monde. Certains de mes collègues ont souhaité rester, même si ce n'était pas toujours évident au niveau visa. Mais c'est vrai que je m'étais dit, pourquoi pas partir une année et puis voir comment ça se passe. Ça m'ouvrira toujours des portes quoi qu'il arrive. Donc voilà, donc j'ai fait une année avant la fin des études au CFAM, j'ai fait un tour un peu improvisé de plusieurs villes dans les US, aux US, D'accord. pour visiter différentes universités. Et puis au final, mon choix s'est arrêté sur Temple University, donc à Philadelphie. D'accord, donc toi, tu n'as pas simplement attendu que les universités viennent à ta rencontre, tu es allé toi-même à la rencontre des universités. Ouais, j'ai essayé autant que possible. Après, j'ai pas pu tous les voir, mais j'en ai vu la majorité. Voilà, et le but, c'était vraiment de sentir un fit, sachant que toutes les universités sont relativement bonnes quoi qu'il arrive, mais c'est plus une question d'environnement. Déjà, le choix principal, c'était voilà, quel type de programme je veux faire, quel type de spécialisation. Même si globalement, d'université à une autre, le niveau est relativement bon, donc le contenu des cours se valent généralement. Après, c'était plutôt une question de qu'est-ce que je voulais faire. Est-ce que je voulais être dans une grande ville ou pas, plutôt sur un campus. Et puis aussi, il y avait l'option avec Northeastern de rester 2 ans, de faire plusieurs co-ops. Mais voilà, il y avait aussi des dynamiques de coûts au niveau personnel. Donc voilà, tout ça est rentré en jeu. Et puis finalement, j'ai trouvé que le bon rapport qui a été pris, le bon compromis, c'était de faire mes valises et de les poser à Philadelphie. D'accord. Ouais, bah écoute, tu viens de parler de beaucoup de choses qui rentrent souvent dans les critères pour faire son choix pour les universités. Donc ça, c'est quelque chose qui est important aussi, c'est que il n'y a pas de quota pour les universités partenaires. Le CFAM n'a pas de contrat avec telle ou telle université en disant on vous enverra tant d'étudiants. Si tous les étudiants veulent aller dans la même université pour faire la même filière, du moment qu'ils ont la moyenne requise et le niveau d'anglais requis, chose qui normalement est le cas, tout le monde peut y aller. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Donc on choisit vraiment son université en fonction de, comme tu as dit, la filière que tu veux faire et surtout aussi et surtout l'expérience de vie qu'on va avoir. Donc je suis content que tu aies mentionné ça. Et ça, c'était un point assez important pour moi, je dirais, cet aspect-là qu'il n'y ait pas de quota. Parce que moi, j'avais regardé beaucoup d'autres écoles, notamment. Déjà, la question du double diplôme n'était pas forcément automatique en partant à l'étranger. Et la deuxième question, c'était qu'en général, il y avait soit un classement, soit un certain nombre de quotas qui prédestinaient les étudiants à partir dans un pays ou une région qui faisait partie de leur choix, mais ce n'était pas spécialement automatique. L'avantage que moi j'ai trouvé au CFAM, c'est que déjà les cours étaient en anglais, donc la préparation était assez simplifiée. Souvent avec même des profs qui venaient de ces universités-là. Et puis la troisième chose, c'était que du moment où on avait pris la décision de partir, qu'on avait rempli les dossiers d'application pour l'université, en général, c'était très rare d'être refusé, à moins d'avoir vraiment une exception au niveau du niveau de langue ou du niveau scolaire. Mais globalement, il y avait très peu de surprises.
Et ça permettait vraiment de choisir où est-ce qu'on préférait aller plutôt que finalement être victime des différents types de choix ou des différents types de places qui sont disponibles. Ah, non, alors ça, c'est un point que l'on met souvent à l'honneur, et c'est en ça qu'on dit aussi qu'on est un peu unique en France. C'est qu'on a des vrais partenariats avec les universités et qui nous permettent d'avoir, et justement, pardon, de ne pas avoir de quotas et d'avoir des vrais doubles diplômes à la sortie. Donc ça, c'est important et il faut le souligner. Du coup, qu'est-ce que tu as fait, toi, à la sortie de cette 4e année à Temple, à Philadelphie? Alors moi, je suis parti à Londres. Alors la manière dont ça s'est passé, c'est que j'ai eu Alors déjà, moi, je souhaitais revenir en Europe quoi qu'il arrive. Donc, voilà, pendant la période du spring break, moi, j'avais décidé de revenir passer des entretiens. D'accord. Et donc, j'avais passé des entretiens en France. Et j'avais aussi un camarade du CFAM qui était avec moi à Temple, qui m'avait donné le contact de quelqu'un à Londres, donc chez NBC Universal. D'accord. Et donc, j'avais décidé de saisir ma chance et d'aller les rencontrer en face à face. Donc j'avais pris le pari justement d'y aller et de les rencontrer en me disant que ça pouvait potentiellement déboucher sur quelque chose. Et donc au final, j'ai fait donc c'était pas un job, mais c'était un stage. Donc j'ai fait un stage en revenant des US, environ une année, un peu moins d'un an. Et donc ça m'a permis un petit peu de valider justement un petit peu l'environnement anglo-saxon que j'avais connu un petit peu dans un environnement professionnel, mais pas spécialement à l'étranger. Donc ça me permet de cocher des cases. L'entreprise était très bien dans les médias, justement, à Londres, en plein centre. Et voilà, ça me permettait de valider aussi un petit peu mon cursus à l'étranger. Donc voilà, très bonne décision. Et à la suite de ça, donc, j'ai rejoint donc Generactric, qui à l'époque, il y avait une relation un petit peu compliquée. NBC se faisait vendre de Generactric. Donc j'ai eu la chance de faire partie des dernières personnes qui ont bougé d'une entreprise à l'autre avant que les ponts soient coupés, mais globalement, je ne regrette pas mon choix. Ok, ouais, donc toi, déjà, dès la 4e année, tu as fait parler ton réseau que tu t'étais créé à l'école. Oui, alors c'est un coup de chance, hein, globalement, mais je pense que c'est important déjà de parler avec les personnes qu'on connaît. Moi, je n'avais pas de réseau spécial dans le domaine que j'avais choisi. Mais c'est vrai que des fois, juste en parlant un petit peu à ses collègues ou à d'autres collègues d'anciens stages notamment, ça permet aussi déjà de valider un petit peu ses hypothèses. Et puis ça permet aussi que les gens, le jour où une opportunité se présente, soient prêts à vous recommander. Donc c'est toujours quelque chose que j'ai essayé d'appliquer aussi dans les prochaines étapes de ma carrière. Oui. Et puis voilà, je me suis dit aussi, je suis allé à Londres sans trop y croire, mais je me suis dit, voilà, ça serait quand même dommage de ne pas tenter ma chance. Donc j'y suis allé, j'ai essayé de les rencontrer. Puis c'est vrai que ça a rapidement bien fité, donc je me suis dit, voilà, pourquoi pas. Surtout en général, quand on a les recommandations de personnes qu'on connaît bien, ça permet aussi déjà d'éviter de se tromper parce que c'est des gens qui connaissent bien l'environnement. Et puis moi, de mon point de vue, c'était aussi des gens qui pouvaient appuyer un petit peu ma candidature. Ouais, c'est le principe même du réseau. Et puis, même si on n'en a pas au début, en fait, si on ne pense pas en avoir un au début, on en a toujours un. On connaît toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut toujours nous aider. Et c'est important, comme tu dis, de poser les questions, de ne pas hésiter à solliciter les gens qui sont autour de nous, qui peuvent toujours avoir une idée pour nous, une solution pour nous. Toi, ça a été le cas pour ce stage chez NBC à Londres, mais voilà, c'est le cas tous les ans de certains de nos étudiants, et c'est notamment comme ça que 100% de nos étudiants se retrouvent en stage, que ce soit pour les stages de 2 mois ou les stages de 6 mois. Donc ça n'a pas changé, et on en est bien fiers. Et du coup, quelle a été ton évolution de NBC? Tu as dit que tu es passé chez GE, et du coup, jusqu'à aujourd'hui. Très bien. Alors moi, ça fait environ une dizaine d'années que je suis dans le groupe. Ouais. Alors j'ai
assez rapidement, quand j'ai rejoint l'entreprise, j'ai fait partie donc d'un graduate programme. D'accord. Ce qui est en gros un programme qui permet en général les 2-3 premières années après l'embauche de faire des rotations dans différents business ou différents pays ou différentes tâches. Donc ça, c'est vrai que c'était assez intéressant dans le sens où voilà, j'avais un appétit pour découvrir des différentes choses et même pour voyager. Ouais. Donc ça m'a permis déjà en 2 ans de voir voilà 3 autres pays. Donc j'ai commencé en France, ensuite je suis allé en Allemagne, en Italie, Ok. et j'ai même fait une mission en Algérie. Donc c'est vrai que ça permettait de voir différentes choses, mais aussi c'est des choses qu'on n'apprend pas toujours à l'école, mais aussi de se faire connaître de différentes équipes, d'apprendre assez rapidement des nouvelles tâches, des différents business models. Et c'est pas mal en début de carrière de tester un petit peu sa flexibilité, sa réactivité dans ces 2 situations-là. À la suite de ça, donc j'ai fait 3 ans dans un programme d'audit interne, et conseil donc dans le groupe. Donc l'idée était assez directe. Donc le but c'était vraiment de nous parachuter dans un différent business ou dans une différente division, principalement aux États-Unis, mais pour travailler sur un projet donc d'intégration, de vente, un audit complet des résultats financiers. Et donc l'avantage c'était que ça permettait aussi de d'étendre son réseau et puis de continuer en fait dans cette démarche-là d'apprentissage sur le tas, toujours avec une certaine prise de risque vu que les personnes avec lesquelles on intervenait de manière régulière étaient des gens globalement assez seniors. Et donc là, ça fait 4 ans et demi que je suis de retour en France. Ok. Donc je fais partie du siège monde de la division énergie renouvelable. Donc je suis directeur de la planification. Et voilà, ça a été assez intéressant. C'est un business qui a été créé avec l'acquisition d'Alstom. Ok. Donc voilà, on a été sur une pente assez intéressante avec beaucoup de croissance et beaucoup de problématiques justement liées à cette croissance-là. Donc on est encore en pleine adaptation, je dirais, par rapport à ça. D'accord. Bah, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus ton métier aujourd'hui Oui, très bien. aujourd'hui, parce que directeur financier, tout le monde ne sait pas exactement ce que ça peut vouloir dire, surtout que tu fais diverses tâches. Donc, Bien sûr. Alors, au niveau de mon équipe, donc globalement, c'est une équipe sur plusieurs pays, mais mon équipe au siège, globalement, on est en charge de la planification. Donc, c'est-à-dire être capable de prévoir, de modéliser en avance en fonction de certaines variables opérationnelles et d'autres de marché, là où peut être le groupe dans 6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans. Donc ça, c'est vraiment la première casquette, vraiment essayer de mettre en place des scénarios qu'on remet à jour régulièrement et en lien avec les différentes opérations des business pour avoir un ordre d'idée de là où on peut être et justement adapter aussi les besoins en capitaux et les investissements pour se permettre de remplir cet objectif-là. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je dirais, c'est plus un aspect technique day-to-day sur l'aspect financier, qui est vraiment dans la consolidation des chiffres. Donc vraiment consolider les chiffres, bien les comprendre, poser régulièrement des questions et essayer d'anticiper un petit peu les différents types de problématiques, que ce soit des problématiques de système, des problématiques d'RSE, des problématiques d'investisseurs sur le cœur de notre business et la manière dont le business évolue de manière régulière. Et aussi comment est-ce qu'on évolue par rapport à différents objectifs ou différents targets qu'on s'est fixés en amont. Et la troisième chose, je dirais, c'est plus un aspect externe, c'est-à-dire vraiment comprendre le marché, comprendre là où on se situe par rapport au marché et être capable d'expliquer de manière assez claire là où se dirige notre division par rapport à la compétition et par rapport aux objectifs qu'on a donnés en externe. Donc, c'est assez intéressant, ça permet vraiment d'avoir une vue assez globale sur l'ensemble du groupe et à la fois d'être dans le détail vraiment de ce qui se passe au niveau journalier, c'est-à-dire les nouveaux contrats qui sont signés, les nouvelles embauches, les demandes d'investissement, et à la fois d'avoir une vue aussi un peu plus macro sur le marché et aussi les différentes divisions qu'on a à un niveau plus consolidé. D'accord.
Ouais, donc en fait, il faut bien, et je pense, je vais te laisser l'expliquer, ça, différencier du coup la finance de marché et la finance d'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, les gens, quand ils pensent études et métiers dans la finance, le seul métier que les gens imaginent, c'est trader. Oui, Est-ce que tu peux justement expliquer la différence entre quelqu'un qui travaille dans la finance de marché et la finance, enfin marché, bancaire, tout ça, et la finance d'entreprise? Parce que je suis persuadé que c'est des métiers qui pourraient intéresser un public plus large, qui n'est justement pas intéressé bien par la sûr. finance de marché. Bien sûr. Alors, de manière générale, sans rentrer dans trop de détails, hein, Oui, bien sûr. de manière générale, je vais faire de manière grossière, mais la finance d'entreprise, c'est faire partie d'un groupe, donc avoir son unité de production, avoir les différents employés qui font partie de ce groupe, dans une industrie donnée. Et le financier, il est là pour être un petit peu la boussole, c'est-à-dire permettre de savoir où est-ce qu'on va, et de manière générale, avoir des checkpoints de manière régulière pour savoir est-ce qu'on est dans la bonne direction et est-ce qu'il faut reformuler, remettre en place une nouvelle direction par rapport à ce qui s'est passé dans un passé assez récent. La finance de marché, c'est d'autres problématiques. Donc, ça peut être le suivi d'un portefeuille, donc c'est-à-dire des investisseurs qui décident de faire confiance à une institution pour placer leur argent. Et donc, tu peux avoir des personnes qui vont être plutôt gestionnaires justement de cet argent-là, qui vont gérer un portefeuille et qui vont gérer les retours sur investissement, le risque associé et qui ont vraiment une responsabilité importante par rapport à ça. Tu peux aussi avoir des personnes qui vont vraiment suivre les marchés, que ce soit les marchés en actions, que ce soit les currencies, que ce soit les obligations, et qui vont justement permettre à différents clients d'acheter ou revendre ces différents types de produits. Donc voilà, c'est vraiment des aspects assez différents. Les trois se rejoignent à des moments donnés, parce que quand on est financier en entreprise, il y a des moments où on a besoin justement de comprendre qu'est-ce que la bourse, comment s'en servir en tant qu'entreprise pour lever des fonds, pour expliquer la performance, ou même pour obtenir certaines dettes. Donc, c'est toujours bien de comprendre les différents enjeux, et à la fois pour un financier en finance de marché, il faut quand même bien comprendre les différentes entreprises qui sont analysées et dans lesquelles on investit, pour permettre d'avoir une certaine crédibilité au vu des investisseurs qui vont investir dans le fonds. Donc voilà, les trois se rejoignent, mais je dirais les actions journalières et les responsabilités sont assez quand même différentes d'une à une autre. Oui, et puis de toute manière, il faut toujours être intéressé par ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe de partout, les menaces, les opportunités, que ce soit pour la finance d'entreprise comme pour la finance de marché, il faut comprendre un petit peu tout ce qui se passe autour. Tu parlais tout à l'heure de macro, on a besoin de s'intéresser à tout ce qui est macroéconomie pour être bon dans son métier. C'est un point assez important dans le sens où moi j'ai toujours vu la finance comme une porte d'entrée en fait sur ce qui se passe au niveau opérationnel. C'est-à-dire que, en finance de marché, c'est plus un aspect sur les marchés, ce qui se passe au niveau géopolitique, etc. En finance d'entreprise, on a peut-être un peu moins cette dynamique-là, mais au sein de l'entreprise, vraiment comprendre ce que les autres départements ont comme priorité et à quel point ça influence les différentes demandes d'investissement ou les coûts, tout simplement en termes de structure, dans quel pays on va s'implanter, quel type de contrat on signe. C'est toujours important parce que le financier en soi, s'il suit uniquement les chiffres sans comprendre ce qu'il y a derrière, il est en général pas très efficace et pas très stratégique. Donc ça, c'est le cas pour beaucoup d'autres fonctions. Je pense que comprendre les autres fonctions et l'écosystème est toujours assez intéressant. Mais en tant que financier, vraiment, il y a cette chance-là de pouvoir faire partie d'une bonne partie des discussions et donc d'être au courant de ce qui se passe au niveau stratégique aussi. Ouais, de toute manière, il y a toujours besoin d'avoir ces compétences transversales, de comprendre un petit peu tout ce qui se passe au sein de l'entreprise pour pouvoir interagir avec ses pairs et pouvoir faire en tout cas les bonnes analyses et prendre les bonnes décisions au niveau financier, non, si je ne m'abuse. Très bien, exactement. D'accord. Du coup,
Si aujourd'hui tu t'adresses à des lycéens qui se demandent un petit peu où est-ce que leurs matières vont pouvoir être utilisées dans les matières qu'ils ont aujourd'hui en cours pour être utilisées dans un métier comme le tien. On a parlé de macroéconomie, on a parlé d'analyse. Dans quelle matière, par exemple, on peut retrouver tout ça? Quel est le profil, entre guillemets, qui pourrait être intéressé Je dirais qu'il y a plusieurs profils. Alors, au niveau financier, vraiment, il y a des matières qui peuvent aider, donc l'économie, les mathématiques. Mais je dirais que de manière générale, il y a un socle commun qui peut s'apprendre pendant la scolarité. Moi, je sais qu'au CFAM, j'ai eu des cours de comptabilité, des cours de finance, des cours de mathématiques, de statistiques. Sans être doctorat, sans être PhD, c'est quand même possible d'avoir un socle commun qui permet d'aller ou dans une autre. Donc, il n'y a pas besoin d'être spécialisé vraiment et d'être 100% matheux pour pouvoir réussir dans des matières comme la finance. Et je dirais de manière générale, même aussi pour les autres domaines, pour le marketing, pour le management, etc. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être un expert au début ou d'avoir fait vraiment le choix direct au lycée qui amène vers cette voie-là pour le faire. Je pense que justement, ça permet aussi, on en parlait tout à l'heure, mais une école de commerce, ça permet aussi de se laisser un peu de temps, de voir un petit peu les différentes matières qui nous intéressent, ou au travers des différents stages, voilà ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas. Et après, ensuite, donc d'investir son temps en fonction, justement, pour se spécialiser par la suite. Mais voilà, c'est ça l'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'obligation de se spécialiser tout de suite, de savoir exactement ce qu'on veut. Ça peut arriver en fin de cursus. Ouais, voilà, donc je suis content que tu aies un peu dit tout ça parce que c'est vrai que souvent il y a ce stress qui est rajouté par le choix de ces spécialités et notamment par rapport à Parcoursup où les étudiants ont peur de justement ne pas être pris dans tel ou tel parcours parce qu'ils n'ont pas fait telle ou telle spécialité et du coup de ne pas pouvoir faire un métier qui aurait pu leur plaire. Il se trouve que bon, nous, le CFAM, de toute manière, on est hors Parcoursup, donc les problématiques de Parcoursup, c'est pas un souci. Et je pense que c'était déjà le cas à ton époque, mais au CFAM, il y a des gens qui arrivent de tous les baccalauréats, général, technologique. Et puis après, il y a aussi tous les étrangers. Donc, exactement. Ce que vous avez fait au lycée, du moment que c'est un bac général ou technologique, pour le CFAM, ça suffit amplement. Les bases, après, vous allez les acquérir quand vous serez à l'école. Et c'est ce dont tu parlais tout à l'heure. On va revoir toutes les bases dans toutes les matières. Donc c'est vraiment votre personne qui va faire la différence et qui va après vous amener à un choix de carrière qui sera le vôtre et à un chemin qui sera vraiment le vôtre. Je ne sais pas si toi, Sylvain, tu t'imaginais aujourd'hui, à ton âge, être directeur financier chez General Electric quand tu étais au lycée. Non, pas du tout. Alors, moi, ce que j'avais bien aimé, c'est que moi, j'étais arrivé avec un niveau d'anglais qui était assez, qui était scolaire, mais pas extraordinaire. Et c'est que la première année, je me rappelle d'avoir eu beaucoup de remises à niveau dans le sens où le fait de commencer avec des cours en anglais permettait aussi de commencer plus doucement dans certaines matières, notamment en économie. Ce qui laissait un peu plus de temps pour bien appréhender les différentes problématiques et les différents concepts qui étaient mis en place, même sur la compta, sur la finance. Moi, ça a permis aussi de me différencier là-dessus, dans le sens où, dans certaines matières plus académiques, plus en lien avec l'anglais, par exemple la philosophie, où il y avait des cours sur l'environnement, où il y avait des cours un peu un tronc commun sur le droit. C'était plus difficile pour moi avec un niveau scolaire au début, mais bon, même si tout s'est bien passé au final. Hein. Mais les matières justement financières, c'est ce à quoi j'ai pu me rapprocher et où mon niveau d'anglais au début impactait moins le résultat final. Mais du coup, ça permet aussi de se déstresser, d'appréhender les différentes matières, même celles qu'on n'a pas vues avant, d'un œil assez nouveau. Et puis, il y a une certaine entraide aussi qui s'installe en fonction des différents niveaux, en fonction des cursus que chacun a fait avant. Donc ça, c'est toujours assez intéressant.
C'est ça, en fait. Chacun arrive avec ses forces, mais aussi ses faiblesses, et chacun va apporter aux autres, et cette entraide va se mettre en place. Le niveau d'anglais, de toute manière, va progresser. On le voit entre la première et la deuxième année. L'évolution est vraiment exponentielle du fait de ces cours d'anglais, de ces cours à proprement dit d'anglais, et après le fait d'avoir tous les autres cours en anglais. Ça va vraiment changer du lycée, et c'est ce qui fait que le niveau évolue vraiment très rapidement, et c'est ce qui fait après qu'on peut travailler de façon tout à fait normale dans un milieu anglo-saxon et savoir se débrouiller dans n'importe quelle situation et n'importe quelle conversation. C'est ce qui m'avait surpris, Mathieu. J'ai trouvé justement la transition aux États-Unis, c'était faite de manière assez naturelle. Bon, au-delà de l'environnement qui changeait, mais en tout cas, dans la salle de classe, j'ai trouvé que c'était fait de manière assez naturelle, dans le sens où, sans vraiment se rendre compte, à Lyon, justement, le fait d'avoir les cours en anglais, le fait d'avoir beaucoup d'Américains, que ce soit les étudiants étrangers ou même certains étudiants français qui étaient déjà bilingues avant, ça permettait d'avoir un melting pot, et du coup, je me souviens avoir trouvé ça assez naturel justement d'évoluer dans la salle de classe aux États-Unis, bien au-delà de mes espérances, parce que voilà, bon, il y avait quelque chose qui était assez différente, mais de manière générale, le tronc commun et la manière de comporter, et même la culture autour de la classe était assez similaire. Le fait de voilà, présenter régulièrement, de poser des questions, ce qui était assez atypique par rapport au système français que j'avais connu notamment au lycée, qui était beaucoup plus rigoureux, mais moins porté sur voilà, la présence, moins porté sur les questions qu'on pose, sur l'intérêt, la curiosité. Le fait de voir ces choses-là en amont, notamment à Lyon, alors qu'on était encore dans l'environnement quand même français, c'est d'être à Lyon, auprès de nos familles, etc. C'était une bonne préparation finalement pour ce qui devait se passer en dernière année aux États-Unis. Oui, ben tu viens de dire le mot que je voulais mettre en avant, c'est que c'est vraiment une préparation à ce qu'on va vivre en quatrième année aux États-Unis, comme au Canada d'ailleurs. La pédagogie est la même. Les professeurs sont soit américains, ils sont 70% américains, soit ils ont vécu ou travaillé ou étudié dans un pays anglophone. Donc, il y a cette culture-là qui est la même que quand on se retrouve après aux États-Unis ou au Canada. Donc, c'est vrai que la transition est facile. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que, parlant de statistiques, il y a 60% de nos étudiants qui valident leur diplôme avec une mention. Donc, c'est pas pour rien. C'est que les étudiants sont vraiment bien préparés, et la transition est vraiment naturelle, comme tu l'as dit. Et ça, c'est au niveau scolaire, mais c'est pareil pour le niveau après professionnel. Parce qu'il y a cette culture-là cette culture internationalisée qui est présente dès le début. Ouais, je pense que cet aspect international, multiculturel aide vraiment au début, en termes de carrière, en termes de premier emploi, etc. Après, voilà, je pense qu'il y a un aspect de proactivité qui est assez important. Ouais. Notamment, moi, je me rappelle, c'est vrai que le programme, bon, c'est peut-être un peu moins le cas aujourd'hui, mais le programme était vu comme assez atypique, notamment en France. Et je me rappelle que le fait d'être proactif et de contacter pas mal de monde, en France, mais aussi à l'étranger, de me laisser des portes ouvertes, ça me permettait aussi d'avoir plus d'opportunités, plus de portes, voilà, justement, pour choisir un petit peu ce que je voulais faire ensuite. Mais c'est un aspect assez important. Donc voilà, si vous avez l'occasion de faire partie de ces femmes, je pense que contacter des anciens, poser des questions aux professeurs, vraiment contacter son réseau et ne pas avoir peur d'expliquer voilà, à quel point l'école est atypique par rapport à d'autres cursus peut-être mieux connus. Je trouve que c'est toujours intéressant, et puis ça permet aussi de se différencier. C'est toujours un peu le jeu aussi au niveau professionnel de savoir se différencier par rapport à d'autres. Et cet aspect un peu atypique, un peu différent, peut être une force si on l'utilise bien. Donc voilà, faut l'utiliser à bon escient. Bon, mais écoute, je pense qu'on pouvait difficilement dire mieux. Je vais juste te demander si tu voulais dire un mot de fin, ou s'il y a un dernier point que tu voulais rajouter, sinon. Non, globalement, je pense avoir couvert une bonne partie de
mon parcours. N'hésitez pas, en tout cas, s'il y a d'autres questions dans le futur, vous pouvez me contacter également. J'essaierai de faire mon mieux pour vous répondre. J'ai pas mal de sollicitations, mais j'essaye quand même de manière assez régulière de répondre à des questions d'anciens céphamiens ou même d'autres lycéens. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, ce sera un plaisir. Bon, mais voilà, n'hésitez pas en tout cas à me solliciter pour que je passe les questions à Sylvain. J'essaierai de mutualiser pour éviter que tu reçoives trop de sollicitations tout le temps. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup. Merci pour ce retour d'expérience, Sylvain. Bonne continuation à toi. Et puis, écoute, à très bientôt. Merci Mathieu. Bonjour à toute l'équipe de CFAM. Ce sera fait. Au revoir, bonne continuation. Au revoir.